C'est ce que dit Simeone. Simeone entend faire comme Giorgia Meloni, c'est-à-dire une sorte de go-between entre l'Union européenne, sur laquelle il est extrêmement critique, mais dont il ne veut pas sortir expressément. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va très bien. On va parler des élections, de l'élection, parce que ça ne se dit pas au pluriel. C'est Franck qui nous a appris ça ce matin. Merci Franck. On va parler donc de l'élection présidentielle roumaine avec ce premier tour qui propulse le candidat anti-système George Simeone avec plus de 40% des voix. Ouais, c'est un score, on est à 40,5 ou 41 pratiquement. Oui, c'est un score inespéré. Hier, même les sondages sortis des urnes le mettaient autour de 35, entre 30 et 35. Et là, finalement, le résultat final le fait dépasser les 40. Alors, il y a une vraie dynamique pour George Simeone qui se met en place. Ce qu'on peut constater, c'est que par rapport à l'élection, vous savez, il faut rappeler à nos auditeurs que l'élection de novembre, la première élection présidentielle avait été annulée entre le premier et le deuxième tour. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé au prétexte d'une d'une manipulation de l'algorithme de TikTok au profit du candidat Călin Georgescu qui était arrivé en tête à l'époque. Et justement, c'est important, il était arrivé en tête avec 23% des voix. Et là, on voit que George Simeone est quasiment au double du score de Georgescu. Donc, non seulement il a pris la place de Georgescu, qu'il a un petit peu adoubé, parce que Georgescu n'a pas pu se représenter non plus. Il a été interdit avec une autre candidate qui s'appelle Diana Șoșoacă, qui elle aussi a été interdite de se présenter. Donc, en Roumanie, on peut supprimer les élections entre le premier et le deuxième tour. On peut aussi annuler des candidature, c'est tout à fait la norme dans un pays, je le rappelle, fait partie de l'Union européenne des 27. Voilà, sans que ça d'ailleurs n'émeut les autorités de Bruxelles qui considèrent justement qu'il s'agit d'ingérence russe, etc. Mais là, on peut se rendre compte quand même qu'il y a une claque magistrale. Je ne sais pas si le 18 mai prochain, George Simeone sera élu président de la Roumanie, mais en tout cas, ce qui s'est passé hier soir démontre que le peuple roumain, en tout cas une énorme partie du peuple roumain, ne suit absolument pas ces recommandations ou ces menaces ou ces venues de Bruxelles en disant attention, manipulation, etc., et choisit un candidat nationaliste clairement marqué, qui a des petites différences avec Călin Georgescu, qui est quand même moins radical, mais qui quand même est assez critique vis-à-vis de l'Union européenne et très, très, très souverainiste. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer à Bucarest il n'y a même pas un mois. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Alors... Il y a ce qu'on peut observer, c'est que le deuxième candidat en liste, donc l'actuel maire de Bucarest, donc Monsieur Dan, lui, est aussi un candidat, en tout cas se présente aussi comme un candidat anti-système, peut-être moins radical que Călin Georgescu ou que George Simeone, mais quand même, ce qui ressort globalement de cette élection, quel que soit le candidat, c'est le rejet total de ce système qui a fait pression sur le peuple roumain. Oui, puisque celui qui était Antonescu, qui était plus, on va dire, apparenté au système, lui a été éliminé puisqu'il arrive en troisième position. Je rappelle que le candidat du système, la dernière fois, lors de la dernière élection, avait aussi été éliminé. La deuxième, ça avait été Elena Lasconi, qui cette fois-ci fait 2-3% seulement. Enfin, elle était arrivée en deuxième position et s'était qualifiée la dernière fois. Donc un rejet total du système, on le sent bien. On sent bien que les Roumains sont face à une classe politique usée, qui est relativement corrompue. Et donc, ils ont essayé de jouer une carte nouvelle. George Simeone a 39 ans. Donc, c'est vraiment l'idée d'un renouvellement de la classe politique. Il joue là-dessus lui-même. Il le dit, je suis ce jeune et nouveau candidat. Jeune et dynamique comme Emmanuel Macron. Il y a de ça, ou Barack Obama en son temps. Non, on est vraiment dans un véritable séisme, je dirais. Et vous avez raison pour Dan, le maire de Bucarest, parce que je me souviens d'avoir discuté avec des Roumains. On avait fait pas mal d'entretiens dans la rue et les Roumains parlent très facilement, et des partisans du maire de Bucarest, de Dan, nous disaient qu'ils étaient eux aussi très très choqués de la suppression d'élections. Donc c'est pas simplement les partisans de Georgescu, c'est pas simplement les partisans du parti OR, c'est-à-dire le parti de George Simeone, qui, il faut le rappeler, est né
pendant et à cause du Covid. C'est aussi ça, la vaccination forcée, on dira, en Roumanie a été très très mal ressentie par la population, et le parti AOR de George Simion est né de cette époque des années 2000 et aujourd'hui compte une 60aine de députés. C'est le deuxième groupe. Donc voilà, donc c'est aussi parti anti-système, vous dites, mais de longue date. Et en effet, vous avez raison, le deuxième candidat sera aussi anti-système, mais le match risque quand même d'être serré, même si la dynamique semble clairement du côté de George Simion. Et alors, il y a quand même quelque chose qu'on peut remarquer qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un an, Georgescu commence un peu à exploser dans les sondages et à monter très fort, et finalement il arrive à 23% et Simion est fait quelques pourcents lui de son côté. Et puis il y a quelques mois, alors qu'on est un peu dans un entre-deux, ce qui se passe, c'est qu'on observe que Georgescu dépasse les 30% dans les sondages et que Simion est à 1%. Et aujourd'hui, on voit que Simion a complètement réussi à agréger l'électorat de Georgescu, récupérer son ancien électorat d'Ahor, donc qui s'était fait voler, et en même temps d'obtenir une large partie du peuple roumain derrière lui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a réussi, quelque part, l'annulation de la candidature de Georgescu a réussi à créer d'une certaine façon un boulevard pour des idées qui n'étaient pas forcément celles des Roumains à l'origine. Ni même d'ailleurs forcément celles de Georgescu, parce qu'on présente aussi comme un candidat d'extrême droite pro-russe régulièrement. Au départ, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'écologie, qui a été d'ailleurs à la tête d'un parti écologiste, qui a bénéficié à certaines époques de fonds de l'USAID, également a fait des initiatives en collaboration avec l'Open Society de George Soros. Donc c'est Georgescu, ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment la créature du système, on va dire, d'un système oligarque mondialiste, globaliste, etc. Et puis qui tout à coup prend conscience de certaines réalités et échappe. C'est un peu la créature qui a échappé à son maître. Voilà, d'où l'acharnement qui a été mis contre lui pour l'exclure définitivement et faire qu'il ne se présente pas. Mais vous avez raison, ça a complètement bénéficié à George Simion. Il y a eu un effet, je dirais, un effet amplificateur même, puisque là on arrive à des scores quasiment le double, donc clairement ce ne sont pas que les partisans de Georgescu, mais oui, il a su relativement habilement jouer de ces différences, également mettre en veilleuse, on va dire, les points les plus critiques qu'il avait envers Georgescu, et Georgescu a parfaitement joué le jeu. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, les souverainistes roumains ont été très intelligents, c'est-à-dire que ils ont présenté leur candidature au moment où George Simion présente sa candidature. Il y a également Anna Maria Gavrila, qui est une autre, qui fait partie d'un parti politique, le Parti de la Jeunesse, qui est apparenté aussi à Or, qui a annoncé qu'elle présentait sa candidature jusqu'au dernier moment. Et au moment où la candidature de Simion a été acceptée, Anna Maria Gavrila s'est retirée. Donc ce qui fait que c'était pour être certain, ils ont joué comme ça avec le système pour ne pas se faire éliminer, sachant que on peut annuler un candidat. Bon, quand il s'agit de Diana Chochwaka, c'est assez facile parce que là, on est vraiment dans de la caricature de l'extrême droite roumaine, apparentée à Codreanu, à la garde de fer, à tous, aux vieilles, on va dire, aux vieilles breloques du nationalisme roumain, avec un côté ultra religieux. Donc il y a un côté, mais elle a quand même fait 6% la dernière fois. Et puis ce n'est pas une raison pour, comme elle le dit elle-même, m'interdire de présidence alors qu'on m'autorise à être sénatrice et qu'on m'autorise à être députée européenne. Il y a quelque chose de pas très logique. Donc il y a eu deux candidats de recalés, un troisième, un quatrième, ça commençait à faire lourd. Et Simion aussi le dit lui-même à propos de cette élection. Il est possible que l'élection, on décide, on voit. Il me dit, quand je lui ai posé la question, je lui dis mais est-ce que jusqu'au bout vous pouvez l'élection peut être invalidée? Il me dit oui, mais je peux même être arrêté. Ce qu'il m'a dit, je peux même arrêter et l'élection, elle peut être annulée. Mais il me dit, ça m'étonnerait qu'il le fasse 2 fois parce que c'est quand même très très gros et le peuple roumain est extrêmement en colère et je pense qu'une part du vote d'hier est due à cette colère, cette idée, je vous dis, qui atteint même les gens de gauche, d'avoir été manipulés, que la démocratie roumaine et l'état de droit est foulé aux pieds. Et je pense que nos huiles à Bruxelles feraient bien de regarder ça avec une certaine crainte parce que là, on sent vraiment le réveil des peuples. Il y a cette colère du peuple qui joue dans cette victoire
pour le moment, en tout cas sur ce premier tour de Georges Simeone, il y a aussi cette façon dont les différents candidats souverainistes, en tout cas anti-système, ont réussi à accorder leur violon et leur stratégie pour imposer en tout cas cette thématique. On a Georgescu qui a complètement cédé sa place à Simeone sans retenue. A priori, il a accepté que ça serait son remplaçant. On a donc Anna Maria Gavrila qui a accepté de se retirer en faveur de Simeone. Est-ce que ici en France on devrait s'inspirer? Est-ce que finalement ce qui s'est passé en Roumanie, c'est pas cette fameuse union des droites qu'on attend aussi en France? Écoutez, on va voir comment ça se passe le 18 mai. Si Georges Simeone devient président de la Roumanie, c'est sûr que la stratégie, on pourra dire, aurait été largement payante. En tout cas, ils ont fait tous les efforts possibles, y compris Georgescu dans son discours, parce que Georgescu n'a pas cessé de communiquer pendant cette élection, mais sans évidemment, comment on va dire, rajouter de l'huile sur le feu des points qu'il avait de discorde avec Georges Simeone sur la question de l'OTAN, par exemple. Georges Simeone est pro-OTAN, Georgescu était pour sortir la Roumanie de l'OTAN, qui représentait évidemment, et qui à mon avis est la raison pour laquelle ces élections ont été, on va dire, annulées, parce que la perspective de l'élection de Georgescu représentait une menace pour l'équilibre, on va dire, géostratégique de l'Alliance Atlantique, notamment son flanc sud-est européen, qui est très important. Faut rappeler que la Roumanie comporte des bases militaires, y compris avec des soldats français, avec des soldats américains, avec des systèmes ultra sophistiqués, et de l'armement aussi qui transite par là-bas pour aller vers l'Ukraine. On va en parler de cette proximité entre Simeone et Donald Trump, parce que Simeone affiche son soutien ouvertement à Donald Trump. Et je crois que Maëlys avait une question justement à ce sujet. Allons-y, Maëlys. Oui, on voit bien que Georgescu, du coup, Georges Simeone a raflé le vote populaire. Donc à la Trump, on voit ce poisson qui est quasiment totalement orange. Donc c'est quand même assez évocateur. Est-ce que les États-Unis ont joué un rôle majeur dans cette avancée confortable pour Georges Simeone? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que alors c'était pas un candidat qui était, on va dire, du parti de Georges Simeone, mais il y avait un candidat, un des 14, qui au milieu de Budapest, de Bucarest, pardon, sur un immeuble avait mis un immense portrait de Trump avec le slogan Make Romania Great Again. Donc ça, c'était la partie visible. Et quand on a rencontré un certain nombre de sénateurs et de députés du parti OR, l'un d'entre eux, qui était le président de la commission de la culture au Sénat roumain, Mihail Emciu, qui lui a carrément dans son bureau des casquettes MAGA et nous a dédicacé son livre qui s'appelle Le phénomène Trump, voilà, en roumain. Donc c'est sûr que c'est complètement, il y a une captation de l'effet Trump au profit justement des partis locaux. C'est intéressant. Moi, j'avais eu l'occasion de faire un reportage également en Hongrie à côté. En Hongrie, c'est beaucoup plus massif puisque Orban est au pouvoir et qu'il est officiellement affilié à Trump. En tout cas, que c'est vraiment un allié proche. Pour la Roumanie, ça s'est fait dans l'opposition, mais en tout cas, évidemment, c'est très très massif. Les techniques Trump. Il y a aussi l'influence Giorgia Meloni, puisque Georges Simeone siège au Parlement européen, voilà, au même parti que Giorgia Meloni. Et Giorgia Meloni c'est ce que dit Simeone. Simeone entend faire comme Giorgia Meloni, c'est-à-dire une sorte de go-between entre l'Union européenne, sur laquelle il est extrêmement critique, mais dont il ne veut pas sortir expressément, et justement l'influence américaine, d'être un peu une sorte de go-between entre les deux. Mais on sent bien que dans cette Roumanie qui sort un petit peu tout étonné de ce score et qui va peut-être s'acheminer vers la victoire d'un souverainiste, c'est-à-dire pas du tout dans le camp européiste, eh bien il y a à nouveau un mouvement qui est en marche, on voit bien, et que un à un, on va voir ce qui va se passer en Pologne également. Ce qui est intéressant, c'est que Simeone a énormément de contacts avec les Polonais, où il y a une sorte de Trump
local là-bas qui est en train de casser la baraque. Donc on voit vraiment, hein, vous disiez le réveil des peuples, on sent quand même qu'il y a une dynamique en cause, et je rajouterais en marche, et je rajouterais aussi la question de la guerre en Ukraine, qui dans ces pays-là est extrêmement présente. Alors évidemment, la question de la Russie est présente. Évidemment, la peur que représente la Russie existe historiquement. C'est quelque chose qui inquiète les Roumains. Mais je crois que ce qui les inquiète le plus, c'est cette guerre persistante juste à côté de chez eux. Le fait aussi que les minorités, vous savez, c'est des pays où il y a des minorités dans tous les sens. Et vous avez des minorités roumaines en Ukraine, et des minorités hongroises également, sur lesquelles évidemment Roumains et Hongrois sont très attentifs, et ces minorités ont été assez sollicitées au niveau de l'engagement des soldats. Elles ont été surreprésentées, on va dire, dans l'armée ukrainienne. Donc ça aussi, ça a un impact, et surtout, globalement, ce que n'ont pas envie les Roumains, c'est d'être embarqués dans une guerre à plus grande échelle contre la Russie, de laquelle, évidemment, ils ont une crainte énorme, et ils connaissent le poids du passé et tout ce qui a pu arriver pendant la guerre froide. On va revenir sur cette question géopolitique. Je pense que notamment Alexandre devrait avoir des questions là-dessus. Mais avant cela, une dernière question sur ces candidats roumains. Régis Le Sommier, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre la posture ultra souverainiste et anti-système de ces candidats, et qui en même temps affiche un soutien quasi inconditionnel aux Américains, quand on sait justement la façon dont les Américains ont quand même tendance à traiter leurs alliés, à savoir plutôt comme des vassaux? Oui, alors c'est de l'opportunité, ou enfin de l'opportunisme, on va dire. Oui, des ingérences, il y en a dans tous les sens. On a parlé de TikTok avec les Russes, mais évidemment que les Russes sont présents. C'est pas de dire que oui, cette histoire de bricolage autour de l'algorithme de TikTok paraît un peu gros. Oui, c'est une grosse ficelle, mais les Russes sont présents. Les Européens, évidemment, sont présents. Il y a eu énormément, et les Français aussi, par le biais de leur ambassadeur. Mais l'influence, je dirais, Trump, elle est plus idéologique. C'est-à-dire que avant, les Roumains se méfiaient beaucoup des Américains, et là, depuis 6 mois environ, depuis l'élection de Trump, les choses ont changé. Ils y voient un allié, ce qui est tout à fait dans la logique de Trump, qui lui compte s'adresser non pas à Bruxelles, non pas à Madame von der Leyen, ni à la superstructure européenne, mais aux pays individuellement. C'est comme ça que Trump compte s'attaquer à la forteresse Europe, et je pense qu'on l'a vu avec Elon Musk, l'AfD, ou son intervention en Angleterre. Le parti de Trump comme on compte bien s'attaquer à l'Union européenne, ça c'est une évidence. On voit que là il y a un boulevard pour Simeon, donc qui a 40%, enfin un peu plus de 40%, le voyez, il manque 10% donc pour accéder au pouvoir au second tour. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un barrage républicain en Roumanie ? Oui, tout à fait, il y aura sans doute, c'est déjà arrivé, il y a un cordon sanitaire qui fonctionne, je dirais, encore mieux que chez nous, parce que si on a beaucoup critiqué Marine Le Pen sur la dédiabolisation, ça a quand même fonctionné, ça a quand même contribué à rendre, on va dire, le RN plus acceptable qu'il y a quelques années. En Roumanie, c'est pas ça du tout, les choses sont assez cash, même si c'est un système quand même très hérité de l'ancien système communiste. La Securitate est à on va dire, est à tous les étages, dans tous les partis. Donc l'ancienne police politique est encore là, un peu à la manière de Vladimir Poutine avec le FSB en Russie, si vous voulez. Il faut savoir que au moment de l'époque communiste, qui a duré plus de 40 ans, environ 15% de la population était intégrée dans l'appareil sécuritaire. C'est à peu près l'équivalent de l'Allemagne de l'Est. Il y a l'Allemagne de l'Est, vous savez, avec la Stasi, vous vous souvenez de ce film La vie des autres, incroyable, où la Roumanie, la Securitate, c'était
pareil. Moi, je connais un opposant roumain qui a récupéré il n'y a pas longtemps son dossier de la Securitate et ça fait plus de 1000 pages. C'était quelqu'un qui a fait 1 an de prison, qui a été obligé de fuir le système, etc. Mais il avait 1000 pages sur lui fait par les services de la police politique, on va dire. Mais ça n'a pas cessé. Donc, c'est aussi un des problèmes majeurs en Roumanie, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de renouvellement depuis la chute de Ceausescu. Et la chute de Ceausescu est due quand même essentiellement à une question circonstancielle d'effondrement du mur, du rideau de fer et de l'URSS et de la matrice, on va dire, communiste. Sinon, peut-être que Ceausescu serait encore au pouvoir. Pour revenir sur la question un peu géopolitique, est-ce que vous pensez qu'une éventuelle victoire de Georges Simeone serait un pas considérable vers la paix et vers la fin finalement de ce conflit russo-ukrainien, puisque manifestement on voit bien que le conflit ne s'arrête pas en 48 heures comme Trump le prétendait. Alors, est-ce que ça peut donner des idées ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, on est quand même encore sur la question ukrainienne dans de l'incertitude. Trump, on va dire, souffle le chaud et le froid. Là, il a promis des nouvelles aides, y compris des missiles patriotes pour la défense antiaérienne ukrainienne, qui est quand même une des faiblesses majeures actuelles de l'Ukraine. Donc les États-Unis reviennent aux côtés de l'Ukraine après s'en être passablement éloignés. Passablement, mais pas tant que ça quand on réfléchit, puisque à part les 4 jours où les services de renseignement ont arrêté de communiquer avec les Ukrainiens, finalement ça s'est assez rapidement remis en route. Et puis au niveau de l'armement, il y a eu des menaces de blocage, mais finalement l'armement a été livré et continue à être livré. Donc quelque part, si les États-Unis décident, moi je l'ai dit plusieurs fois, y compris sur cette antenne, si les États-Unis décident de débrancher, c'est terminé, il n'y a plus de guerre en Ukraine. L'Europe ne peut en aucun cas prendre la place, et quels que soient les contingents qu'on voudrait envoyer là-bas, ou tous les armements de tous les pays européens, on n'a pas la latitude que les Américains ont aujourd'hui avec leur budget de 1000 milliards de dollars de la défense. Donc voilà, il faut être modeste et regarder les choses. Maintenant, donc, il semble que la guerre va se prolonger parce qu'il n'y a pas d'issue. Les Russes ne sont pas décidés, visiblement, à opérer un cessez-le-feu, à part pour les réjouissances du 8 mai, du 9 mai là-bas. Donc, voilà, on est dans une période d'incertitude. L'élection de Simeone représenterait, oui, un avertissement, on va dire, à l'Europe sur le fait que, vous savez, depuis le début de cette guerre, on a l'impression que l'Europe octroie des aides, décide de choses sans que les parlements soient réellement consultés, sans que le peuple se soit consulté. Et quand il est consulté, on s'aperçoit qu'il vote pour des candidats qui sont anti-guerre, voire radicalement anti-guerre, comme Călin Georgescu. Voilà, alors on a un peu de mal à croire que les Roumains pensent qu'ils vont être envahis par les Russes, quand en fait ils votent pour des gens qui sont pour la paix et pour un accord avec la Russie. Quand je dis qu'ils vont être envahis par les Russes, je plagie Emmanuel Macron qui disait bientôt la Moldavie et ensuite la Roumanie risquent d'être envahis par la Russie. Vous savez, c'est toujours le même problème depuis le début de cette guerre. On nous explique que la Russie est menaçante, qu'elle va nous coloniser à nouveau, et en même temps qu'elle est faible et qu'elle est à 2 doigts de la décrépitude. Donc il y a toujours un problème dans cette narration qui continue. D'ailleurs, je regarde régulièrement des gens dire à la fois tout et son contraire, c'est-à-dire soit la Russie est menaçante, soit la Russie est dans l'ingérence, soit elle est totalement dans les choux et elle va bientôt perdre la guerre. Voilà. Régis Sommier, est-ce qu'on pourrait, il nous reste une dizaine de minutes, est-ce qu'on pourrait partir sur un autre sujet qui est la question de la relation entre les États-Unis et l'Iran qui devient de plus en plus complexe, voire absurde. Alors pour un petit peu de contexte, Witkoff, donc l'envoyé spécial de Donald Trump l'émissaire spécial de Donald Trump en fait est allé négocier avec les Iraniens pour essayer de parvenir à un nouvel accord et en fait trouver un moyen de pacifier la région. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que on arrive dans une situation où toute la question se place autour du nucléaire iranien, où on sait aujourd'hui que, c'est l'Iran qui l'a dit, que les Iraniens pourraient accéder à l'arme nucléaire dans très peu de temps, donc vraiment dans les semaines ou dans les mois à venir. Et en même temps, on a l'impression que Donald Trump, alors que l'Iran était complètement, alors pardonnez-moi l'expression, tricardisé, enfin en fait personne ne parlait à l'Iran, tout le monde considérait ce régime comme un régime effectivement diabolisé d'une certaine façon, et à juste titre aussi d'une certaine façon. Trump a remis l'Iran dans le jeu.
et tout en voulant obtenir des concessions de lui. Enfin, qu'est-ce qui est en train de se tramer actuellement là-bas ? Ouais, c'est peut-être le dossier le plus complexe actuellement et le plus difficile à décrypter sur les démarches de Trump. Et vous avez raison de le souligner parce qu'en réalité, on pense que Trump est le meilleur allié d'Israël, le meilleur allié de Netanyahou, même si les deux personnages ont eu de mailles à partir et des relations personnelles assez compliquées, notamment lors du premier mandat de Donald Trump. C'est vrai que Donald Trump a toujours été aux côtés d'Israël. C'est peut-être celui qui a fait le plus en termes de président américain dans l'intérêt d'Israël, rapprochant, déplaçant l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et mettant en place les accords d'Abraham qui ont permis justement on va dire de renouer diplomatiquement, de voir que Israël instaure des liens avec des pays arabes comme les Émirats, Bahreïn et le Maroc et potentiellement l'Arabie Saoudite, parce que quand on parle des Émirats, évidemment, c'est une même sorte des discussions pour la Syrie il y a quelques mois. Hein, c'est assez. Oui, alors la Syrie. C'est Al-Shara qui même pensait à signer ces accords. On va savoir si Al-Shara sera encore au pouvoir dans quelques. Parce que là, quand on voit la situation en Syrie, rien n'est clair et je pense que la Syrie a d'autres choses à faire que pour le moment, même si elle essaye d'avancer et de montrer qu'elle est capable de tenir son rang, c'est très compliqué ce qui se passe. Pour ce qui est de Donald Trump, je pense personnellement que Donald Trump n'est pas du tout un allié de Netanyahou et qu'il aimerait bien, comme Zelensky, se débarrasser du personnage, c'est-à-dire faire place neuve de façon justement à pouvoir, on va dire, mettre en place sa politique et que Netanyahou, avec son empressement de vouloir frapper l'Iran, complique la tâche de Donald Trump, de même que Zelensky, et c'est intéressant de placer les deux sur le même plan, puisque Zelensky aussi complique la tâche de Donald Trump de vouloir arrêter la guerre en ne cédant pas à tout, en étant en retort, en lui donnant du maille à partir. Donc, mais pour ce qui est... justement, un petit incise, mais une des raisons aussi pour lesquelles Donald Trump veut se désengager du conflit en Israël, c'est parce qu'il y a une frange de son électorat qui est très isolationniste déjà, et même une certaine frange encore plus minoritaire, mais vraiment existante pour autant, qui est aussi assez antisémite, il faut le dire, et en tout cas à minima antisioniste, mais aussi antisémite, et qui pour le coup veut absolument que les États-Unis cessent d'être engagés pour Israël. Le problème de Trump sur son électorat, c'est qu'il y a deux courants. Vous avez raison de dire isolationnisme. Les deux le sont, mais il y a le courant de la droite religieuse américaine qui est très pro-sioniste pour des raisons bibliques, des raisons religieuses, sur la question du peuple d'Israël et de sa place dans le monde. Et puis vous avez effectivement un vieux fond américain antisémite, républicain qui existe depuis très longtemps, qui va défendre quand même Israël pour des raisons on va dire, parce que ça reste l'allié principal. Mais je crois qu'il faut effectivement comprendre que Donald Trump aujourd'hui voit aussi dans l'Iran une opportunité de marquer une victoire diplomatique. C'est-à-dire si cet accord, qui en fait est du retricotage du GCPOA de 2015, c'est-à-dire de l'accord... Voilà, Trump a décidé de sortir unilatéralement de l'accord de Vienne et aujourd'hui il est en train peu à peu de refaire ce même accord. Donc ce qu'on sait, c'est que cet accord il a été accepté à l'époque. Donc Trump voit peut-être une opportunité que cet accord soit accepté à nouveau pour dire c'est pas Obama qui l'a fait, c'est moi finalement qui le fais, alors que c'est quasiment la même chose. Hein. Il s'agit d'autoriser l'Iran à avoir un programme nucléaire civil globalement en échange des levées de sanctions qui accablent l'économie iranienne et qui l'obligent à une clandestinité, une contrebande de masse, ce qu'elle pratique depuis des années. Et donc c'est finalement lever les sanctions en échange justement d'un programme nucléaire civil encadré, supervisé par les Américains. Et donc ça, c'est ce qui est en train d'être dealé, on va dire, à Oman, puisque c'est là que ça se passe entre les émissaires iraniens et Monsieur Witkoff. Et donc là, actuellement, il y a peut-être une chance. Le problème, c'est l'empressement de Netanyahou à vouloir frapper, d'où la solution, on va dire, intermédiaire. L'Iran, oui. D'où la solution. On le voit bien, hein, la solution intermédiaire qui a été trouvée, c'est de frapper les Houthis.
là, les Houthis ce week-end ont lancé un missile balistique sur l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Donc ça fait les systèmes THAAD américains ont été incapables de déceler ce missile et de le détruire avant l'impact. Et il y a eu 6 blessés. Donc ça, c'est une défaillance majeure, on va dire, du système de défense d'Israël fourni par les Américains. Donc c'est un peu la stupeur que les Houthis, après 3 semaines de campagne intensive, soient encore capables de réaliser ce genre de prouesse. Alors que le Hezbollah... Alors qu'il y a quand même toute l'Arabie Saoudite à travers pour leurs missiles. Jusqu'à présent, en termes de drones et en termes de missiles, c'était le Hezbollah qui avait voilà, et l'Iran. Et là, actuellement, on est en train, en Israël, Yoav Gallant, qui est l'ancien ministre de la Défense, a dit si c'est du balistique, c'est forcément l'Iran qui est derrière. Ça peut pas être les Houthis tout seuls qui ont fait ça. Donc, il faut attaquer l'Iran. Donc, en fait, on voit bien qu'on cherche un prétexte. On voit bien que Trump, lui, est allé jusqu'à congédier son conseiller à la sécurité nationale, considérant qu'il était trop dans la main de Netanyahou, qu'il était trop pour une intervention armée, parce que Trump a menacé plusieurs fois de réaliser cette intervention armée contre l'Iran. Il disait même qu'il fallait frapper les sites nucléaires iraniens il y a encore 6 mois. Oui, mais remarquez qu'il ne s'agit pas simplement d'un effort de l'administration Trump. L'administration Biden, le 26 octobre dernier, avait quand même persuadé les Israéliens de ne pas frapper les installations pétrolières, de ne pas frapper les installations nucléaires, simplement de s'attaquer au système de défense anti-aérienne de Téhéran, ce qu'avait fait Tsahal dans de ses dernières frappes. Donc on voit bien que le gouvernement américain, quand il le veut, a toujours le moyen de dire à Israël stop. Et là, Trump, donc avec Mike Waltz, qui a été congédié, c'est à cause de cette question, parce que Trump ne veut pas pour le moment s'engager. Il veut laisser la chance à la négociation, sentant qu'il a peut-être là la première victoire diplomatique, peut-être même avant l'Ukraine, ce qui serait un retournement de situation incroyable, parce que au début on s'était dit maintenant qu'il s'entend avec Poutine, forcément ça va déboucher sur l'Ukraine. Ça ne débouche pas sur l'Ukraine. Le dossier le plus complexe, c'est l'Iran, notamment à cause de la relation entre les États-Unis et Israël. Visiblement, les choses ont l'air d'avancer, et on va voir. Peut-être que je me trompe totalement, mais je pense qu'il y a des chances peut-être que cet accord soit signé et que ça apporte justement une première victoire diplomatique, parce que pour le moment, Trump fait beaucoup d'agitation, y compris se montrer dans des habits papaux grâce à l'intelligence artificielle, ce qui a fait beaucoup jaser ce week-end. Star Wars aujourd'hui. Mais voilà, mais vous savez, en fait, Trump agit suivant le vieux principe américain. There's no such thing as bad publicity. À partir du moment où on parle de soi et on est au centre de l'attention, ça a toujours été sa technique. C'est le bon, c'est la bonne manière, même si on dit du mal, même si il faut être au centre, et Trump est toujours au centre. Oui, bon, on essaie de ne pas le mettre au centre de Radio Courtoisie, mais on va quand même continuer à en parler. L'Iran, Israël, l'Ukraine, la Russie, la Roumanie. On va continuer à suivre tous ces dossiers avec vous, Régis Le Sommier. Vous aussi, vous êtes partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve lundi prochain.